OK. Alors merci à tous et à toutes de vous joindre à nous, pour ce deuxième webinaire du 50e anniversaire de France Terre d'Asile. Nous espérons peut-être d'ici la fin de l'année arriver à faire des séminaires, mais pour l'instant, nous profitons de la technique. Merci d'être aussi nombreux, dès ce matin. Ce deuxième webinaire est consacré, à la question des réfugiés syriens. En effet, nous avons récemment marqué le triste 10e anniversaire, du conflit syrien et depuis donc de mars 2011 avec les premiers soulèvements contre le régime de Bachar al-Assad. Depuis 2011, tout d'abord quelques milliers de personnes ont dû fuir leur pays ou leur maison suite, à la répression. Puis avec l'escalade de la violence et la généralisation du conflit, ces milliers se sont transformés en millions. Aujourd'hui, on compte 6,7 millions de déplacés à l'intérieur de la Syrie et 6,6 millions à l'extérieur des frontières syriennes, qui est un chiffre peut-être même sous-évalué. Ces réfugiés sont principalement dans les pays voisins, limitrophes de la Syrie, notamment en Turquie, au Liban, en Jordanie, en Égypte. Et pour parler de ce sujet avec nous aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir 2 personnes, donc Leïla Vignal, vous êtes maîtresse de Bonjour. conférences, à l'université de Rennes 2 et vous êtes spécialiste du Moyen-Orient et vous avez notamment conduit, plusieurs projets de programmes de recherche sur les réfugiés syriens. Et j'ai aussi le plaisir d'accueillir Salam Kawakibi. Vous êtes, chercheur en sciences politiques et directeur du Centre arabe de recherche et d'études politiques de Paris. Vous êtes aussi professeur associé à la Paris 1 Panthéon-Sorbonne et président de l'association Initiative pour une Syrie nouvelle. Et vous avez également publié de nombreux travaux à la fois sur la situation en Syrie et sur la situation des réfugiés syriens. Ma première question pour vous 2, donc je vais d'abord poser quelques questions, vous allez réagir et ensuite, on essaiera d'avoir un peu de temps pour laisser, les, actuellement 130 participants poser des questions. Donc ah oui, je veux juste préciser sur, les modalités techniques pour ceux qui n'ont pas utilisé de séminaire Zoom. Vous pouvez poser des questions, via le petit bouton QR qui se trouve en bas de l'écran avec des petites bulles. Donc les intervenants peuvent voir les questions et pourront y répondre soit au fur et à mesure, soit à la fin. Et si vous souhaitez prendre la parole, on peut lever une main virtuelle et si on a le temps, ce sera un plaisir de vous donner la parole physiquement parce que là, on est un peu seul devant notre écran. Ma première question était, quelle est aujourd'hui la situation politique et économique en Syrie? Est-ce qu'il y a vraiment des différences d'une région à l'autre? Et est-ce qu'on peut, envisager est-ce que nous les Syriens eux-mêmes qui sont à l'étranger peuvent envisager un retour à court et moyen terme? Je ne sais pas qui veut répondre en premier. Et là? Commence peut-être sur la situation à l'intérieur de la Syrie et je peux parler des réfugiés. Oui, la situation à l'intérieur de la Syrie, tout d'abord bonjour, excusez-moi. La situation à l'intérieur de la Syrie est catastrophique à tous les niveaux, niveau humain, économique et politique. Il n'y a pas de distinction entre zones contrôlées par le pouvoir de Damas ou les zones contrôlées par les rebelles ou ce qui reste des rebelles ou les zones contrôlées par des djihadistes ou des zones contrôlées par les forces kurdes. Il y a des points communs, c'est-à-dire la peur, la terreur, l'inquiétude, l'ambiguïté de la situation et absence de perspective. On parle par exemple là qu'on a pacifié certaines régions, pacifié des bombardements peut-être, des raids aériens qui continuent à viser d'autres, à cibler d'autres régions, notamment dans le nord, où il y a 4 millions de réfugiés qui se trouvent à l'intérieur de la Syrie, dans la zone d'Idlib. Tous les jours, il y a des bombardements de l'aviation russe et l'aviation du régime les concernant. Mais bien entendu, les grandes villes comme Alep, Damas, Homs, Hama sont relativement pacifiées d'un point de vue militaire, mais d'un point de vue sécuritaire, pas du tout. Les bandes armées et les milices armées qui ont servi le régime à recontrôler ces régions sévissent parce que le régime n'a pas les moyens pour les rémunérer. Et comme au Moyen Âge, le régime leur octroie l'autorité sur une région précise, limitée, pour qu'ils puissent spolier, kidnapper, etc., etc., pour se faire payer.
Donc, c'est la situation en général. L'économie syrienne donne le chiffre de plus que 80% de la population syrienne sous le seuil de pauvreté. Vous avez aussi les trois quarts de l'infrastructure sanitaire qui est complètement détruite. Et cela signifie que aussi, il ne faut pas oublier cela, et ça a été dit dans des rapports, mais qui n'ont jamais été médiatisés, que la majorité des hôpitaux et des dispensaires qui ont été détruits complètement ou partiellement, c'était le résultat des bombardements aériens. Et quand on dit bombardement aérien, on dit le régime, parce que ni les rebelles, ni même l'État islamique n'avaient pas les moyens de bombarder par les airs. Alors, il faut être vraiment très clair là-dessus. Et c'était les cibles les cibles préférées du régime. Les hôpitaux, les dispensaires, les boulangeries et les écoles. C'est ce qui donne un sens à la vie. Tous ces quatre lieux donnent sens à la vie. Alors, on détruit ces quatre lieux, même si on ne tue pas la vie mourra toute seule. Et c'est une stratégie inspirée de la stratégie russe qui a été utilisée en Tchétchénie. Et une fois, un diplomate russe me l'a dit, les yeux dans les yeux, il m'a dit I am sorry for you, my friend, but for Aleppo, it will be Grozny solution. C'est-à-dire, pour Alep, ce sera la solution Grozny. Et si on a suivi un petit peu les news, on peut savoir ce qui s'est passé à Grozny exactement. Il ne restait plus rien à Grozny. On a presque anéanti la ville pour la recontrôler. Alors, il n'y a pas des cibles précises. Les Russes, quand ils ont pris les armes à côté du régime d'une façon claire en 2015, les Iraniens en 2013, ils n'ont jamais cherché à cibler, contrairement à ce que les Européens veulent croire, pour se débarrasser de leurs responsabilités, de leur indifférence. Ils n'ont jamais cherché à combattre l'État islamique, ils n'ont jamais cherché à combattre Al-Qaïda, ils ont surtout cherché à combattre les rebelles et à maintenir le régime en place. Alors, en ce qui concerne la deuxième partie de votre question sur ce que les réfugiés peuvent envisager de faire à court et à moyen terme, quand il y a des enquêtes qui sont menées régulièrement, notamment par le HCR, qui est en charge de la protection et du soutien et de l'organisation du soutien humanitaire aux réfugiés dans les pays de la région. Et les sondages les enquêtes qui sont régulièrement menées depuis quelques années montrent qu'il y a très 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 peu de Syriens qui envisagent un retour à court terme, c'est-à-dire dans l'année qui vient. Quand je dis très peu de Syriens, c'est moins de 5%. Donc, il y a une aspiration qui est là, clairement reflétée dans ces rapports, qu'il y a une aspiration au retour. Les gens aimeraient rentrer chez eux, mais ils ne l'envisagent pas du tout à court terme, pour toute une série de raisons. Des raisons sécuritaires. D'abord, la perception que le conflit, comme Salam vient de le rappeler, que le conflit n'est pas terminé, hein, même si on est clairement dans une autre phase du conflit, on n'est plus dans cette phase de conflit ouvert. Pour des questions sécuritaires, les Syriens et les Syriennes ne se sentent pas en sécurité de retourner en Syrie. On sait qu'il y a eu plus de 120 000 disparus dans les prisons syriennes depuis le début du conflit. Et puis aussi, rentrer dans un pays en ruine, c'est une véritable difficulté. Salam a rappelé que les trois quarts de l'infrastructure sanitaire étaient détruites. Des chiffres similaires peuvent être avancés pour les infrastructures, pour tous les types de services qui sont offerts aux populations et notamment l'éducation. Plus de 85% de la population vit dans la pauvreté, il n'y a pas d'opportunité économique, il n'y a pas d'opportunité d'éducation pour les enfants, même si évidemment il y a des structures scolaires qui continuent à fonctionner ici ou là. Ça ne veut pas du tout dire que la situation des réfugiés syriens est forcément plus favorable dans les pays d'accueil. Je crois qu'on va en parler un peu plus tard, mais le retour est très très difficilement envisageable aussi pour des questions de survie et d'un avenir qui
serait possible et souhaitable. Et puis par ailleurs, il faut bien mentionner le fait que le régime de Bachar el-Assad n'a absolument aucunement l'intention d'engager des politiques de retour envers les réfugiés. Donc il y a eu un certain nombre de signaux qui ont été émis par le régime en faveur d'un retour des réfugiés. Par exemple, il y a une grande conférence qui a été organisée à Damas en novembre dernier, voilà, autour du thème du retour des réfugiés. Conférence à laquelle n'a pas été invitée la Turquie, il faut bien le noter, alors que la Turquie est le pays qui reçoit le plus de réfugiés syriens dans le monde. Ces quelques gestes que fait le régime, en fait, il faut vraiment les comprendre comme le résultat de la pression probablement essentiellement des Russes, hein, puisque je ne pense pas que les Iraniens ont à voir avec ce dossier. Les Russes qui veulent se présenter comme des faiseurs de paix, hein, dans la région par rapport à la communauté internationale, mais il n'y a aucune politique concrète qui suit ces quelques déclarations, grandes déclarations qui sont faites, et au contraire, ce qu'on voit se mettre en place depuis 5-6 ans, ce sont des politiques qui concrètement, très clairement, empêchent le retour des réfugiés. Il y a par exemple tout un dispositif législatif qui a été mis en place autour de la question de la propriété, puisque les Syriens qui ont fui leur maison voudraient retourner là où ils vivent, hein, retrouver leur quartier et ne pas retourner en Syrie n'importe où. Et en fait, il y a tout un certain nombre de dispositifs législatifs qui, je pourrais les présenter dans le détail si vous le souhaitez, conduit à ce qu'ils ne soient pas en mesure en fait, de présenter des titres de propriété qui puissent être reconnus, et notamment du fait qu'un certain nombre la grande majorité des quartiers qui ont été détruits en Syrie sont des quartiers qui avaient des titres, qui étaient des quartiers informels, donc il n'y avait pas de titre de propriété officiel, il y avait d'autres formes de titrisation des logements, et dans les nouveaux dispositifs qui sont mis en place par le régime, ces titrisations alternatives, si vous voulez, ne sont pas reconnues. Donc ce que l'on voit, c'est quelques signes politiques à l'international et promus plutôt par les Russes, qui indiquent que les réfugiés pourraient revenir à court ou à moyen terme en Syrie, mais d'autre part des politiques qui clairement vont à l'encontre de tout retour possible, notamment cette politique autour de la propriété. Et on voit bien que les Syriens ne sont pas du tout, sont très lucides sur le fait que les conditions ne sont pas prêtes pour rentrer en Syrie, et toutes les enquêtes montrent que voilà, c'est un retour qui est souhaité, mais qui n'est pas envisagé dans le court ni le moyen terme. Si je peux ajouter un Bien petit sûr. détail. Il y a 2 ans, le président syrien, Bachar al-Assad, et dans une conférence des ambassadeurs syriens à l'étranger, il a dit très clairement la phrase suivante, et je le cite. Il a dit: « Il est vrai que nous avons perdu 500 000 de morts et 600 millions de réfugiés à l'extérieur de la Syrie, mais au moins maintenant, nous avons une société homogène. » Cette phrase n'a pas été prononcée dans le discours politique universel depuis celle de Hitler en 1933, quand il a parlé d'une société homogène. S'ajoute à cela, comme elle a souligné Leïla, les dispositifs législatifs. Actuellement, il y a une nouvelle loi qui interdit à ceux qui n'ont pas renouvelé leur carte d'identité, il faut la renouveler uniquement en Syrie. Alors, il faut se présenter physiquement en Syrie pour la renouveler, sinon, vous n'avez plus le droit presque d'être syrienne. Moi, peut-être tout à l'heure, il y a eu une confusion dans mes propos. Je disais, la Russie, elle a fait la guerre aux rebelles et pas à l'État islamique. Je n'ai pas dit les Occidentaux n'ont pas fait la guerre à l'État islamique. C'est la Russie, quand elle est intervenue en Syrie en 2015, elle est intervenue pour maintenir le pouvoir, et ce n'était pas dans ses objectifs de combattre l'État islamique. Très bien. Donc,
On voit bien que c'est compliqué aujourd'hui ou même impossible d'envisager un retour. On a quand même, je le disais au début, plus de 6,5 millions de Syriens qui sont, partis de leur pays. La vaste majorité sont dans les pays limitrophes. Et alors quelle est la situation pour ces personnes dans ces pays-là? Est-ce que le covid a eu un impact supplémentaire? On sait que la situation est précaire dans plusieurs, de ces pays. Et donc, puisqu'ils ne peuvent pas rentrer, est-ce que les réfugiés, les Syriens qui se trouvent dans ces pays du Moyen-Orient limitrophes peuvent envisager une installation durable en Turquie, au Liban, en Jordanie? Alors, si vous me permettez, j'ai participé à un débat autour d'un sondage qui a été effectué dans les camps de réfugiés en Jordanie par la fondation Carnegie Middle East. Et il s'est avéré que malgré la situation vraiment catastrophique et la pauvreté endémique qui règne dans ces camps de réfugiés, dans le désert jordanien, la majorité de ceux qui ont été sondés, ils ont répondu que nous avons trois conditions. Et les trois conditions montrent une conscience très éclairée sur la situation politique et juridique en Syrie. Ils ont dit la sécurité humaine et la sécurité personnelle. Première condition. Deuxième condition, la transition politique. Troisième condition, la justice. Alors, ce sont des gens qui viennent en majorité des zones rurales, qui se sont révoltés au début de 2011, notamment dans le sud de la Syrie. Ils parlent de transition politique, de justice et de sécurité humaine et sécurité personnelle. C'est l'atmosphère régnante dans ces camps de réfugiés. À savoir que ces réfugiés, ils n'ont aucune chance de s'installer durablement dans ce pays, ni la Jordanie, ni le Liban. En Turquie, il y a un système très sélectif pour naturaliser des Syriens. Pour l'instant, sur les 4 millions, il y a eu 150 000 Syriens naturalisés, mais les autres, ils ont seulement des cartes de résidence. Moi, je spécule parce qu'on ne peut pas être sûr de rien, surtout en ce qui concerne le choix personnel de chaque famille, que ceux qui sont avec les conditions, si les conditions que je viens de mentionner, les trois conditions se réalisent, ceux qui sont en Liban et en Jordanie retourneront. Ceux qui sont déjà en Europe, je ne pense pas du tout qu'ils vont retourner parce que ceux qui sont en Europe, en majorité, sauf si les États européens vont les chasser et les mettre à la porte, mais ils sont bien intégrés, ils travaillent, en majorité ils travaillent. En Allemagne, par exemple, on a des chiffres spectaculaires sur leur intégration dans le système de travail et le refus de l'aide financière de l'État. Alors, il y a beaucoup de choses qui montrent que leur installation dans les pays développés va durer, contrairement à leur installation dans des camps précaires au Liban, en Jordanie, à moindre degré en Turquie. Alors, en complément de ce qu'a dit Salam, en fait, dans la région, il y a on ne peut pas du tout avoir une perspective complètement homogène de la situation des réfugiés syriens. Il y a évidemment de grandes variations à la fois d'un pays à l'autre et puis au sein de chaque population réfugiée. Alors, comme vous le savez sans doute, ou vous ne le savez pas, mais les pays du Moyen-Orient ne sont pas signataires de la Convention de Genève et de son protocole de 67, ce qui fait que, ce qui fait que les statuts de protection ne sont pas du tout les mêmes que ceux qui existent en Europe. Donc, effectivement, Salam l'a très bien dit, en Europe, les pays d'accueil protègent les Syriens au titre de la guerre. Et effectivement, les trajectoires d'intégration, notamment via les enfants, à l'école, le travail, etc., sont complètement différentes. Les communautés qui sont constituées en Europe sont des Il vaut mieux qu'elle éteint la caméra, je crois. communautés qui sont très innervées par des réseaux pour les communautés de réfugiés. Leïla, éteins ta caméra.
d'une protection du HDR, d'autres qui sont enregistrés, Leïla, qui puissent… Leïla, Oui, éteins ta caméra, s'il te plaît, parce qu'on entend bon, d'accord. rien. Allez. Alors, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Voilà, où est-ce que je me suis arrêtée? Où est-ce que vous avez arrêté de m'entendre? Peut-être tu peux reprendre dès le début parce que c'était très coupé. Non, en fait, c'était à partir, oui, mais c'était surtout à partir de la comparaison sur la protection effective. Donc au Liban, en fait, il y a le Liban, les pays de la région ne sont pas signataires de la Convention de Genève, donc c'est le HDR qui, pour les États, est en charge d'établir les différents statuts de protection et qui aussi s'occupe de coordonner l'aide humanitaire. Et donc, en fonction des demandes des pays, et par exemple au Liban, le Liban a demandé au HCR d'arrêter d'enregistrer les réfugiés syriens à partir de 2015, hein, après des années où les frontières étaient grandes ouvertes. Et de facto, les Syriens se retrouvent avec des statuts extrêmement différents et ça se retrouve même au sein d'une même famille avec des gens qui bénéficient du statut qui bénéficient de la protection du HDR, d'autres qui sont quand même sur les listes du HDR et qui peuvent bénéficier de l'aide humanitaire mais qui n'ont pas de statut de protection, d'autres qui sont là au titre de contrat de travail et d'autres qui sont là finalement qui ont pu à un moment bénéficier d'un titre légal et qui l'ont perdu puisque maintenant au Liban il y a des procédures annuelles de renouvellement de ces papiers qui font que beaucoup de familles qui avaient un statut l'ont perdu puisque ces démarches sont non seulement longues mais elles sont aussi coûteuses et que toutes les familles n'ont pas nécessairement les ressources pour payer ces papiers à renouveler annuellement. Donc voilà, il y a des situations très très différentes, il y a des situations très différentes entre les populations qui vivent dans des camps et les populations qui ne vivent pas dans les camps et qui sont majoritaires, hein, 90% des populations ne vivent pas dans les camps. Et puis, par ailleurs, il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, énormément, une partie de la communauté syrienne qui est dans la région, qui s'est réimplantée dans les pays d'accueil, qui a développé des activités économiques. Toute une partie de la communauté économique syrienne s'est réimplantée à la fois en Turquie, mais également au Caire, que ce soit des industriels importants de la Syrie d'avant-guerre ou des Syriens qui a été moins dotés en capital industriel, mais qui ont utilisé finalement cette rupture de l'exil pour monter de nouvelles affaires, etc. Donc, en fait, les situations sont très variables à la fois d'un point de vue économique et d'un point de vue statutaire. Ce qui est certain, pour revenir à votre question première, c'est que la question de l'installation, elle est clé, elle est liée à la possibilité de travailler, le statut de protection dont bénéficie l'essentiel, enfin dont bénéficie une grande partie des réfugiés syriens, les empêche de travailler officiellement. Donc la grande majorité des Syriens travaillent dans les pays de la région dans le secteur illégal, hein, dans le secteur informel, ce qui n'est pas une nouveauté. Hein, les secteurs illégaux, informels dans la région sont très importants, mais ils sont dans une très grande fragilité par rapport au travail et par rapport à leur statut légal. Et tant qu'il n'y aura pas de stabilisation de ce statut légal et un accès simplifié au travail, il y a des dispositifs ici et là, mais qui restent insuffisants, l'installation durable est à la fois difficile à envisager dans de bonnes conditions, mais de facto, comme le retour est pour le moment impossible, ce que l'on constate, c'est que les Syriens et les Syriennes restent dans la région et dans leur grande majorité sont dans un statut très précaire. Et donc, ils sont de facto installés, et certains depuis 10 ans, hein, leurs enfants sont nés en exil, mais ils demeurent dans un statut très précaire et donc avec moins de droits et un accès extrêmement limité, voire impossible, au travail et aux services de base des pays dans lesquels ils sont réfugiés. Merci. J'ai une question que je vais vous poser peut-être déjà de notre président, Thierry Leroy, président de France Terre d'Asile. Quel rôle joue le modèle que constitue dans la région l'histoire des réfugiés palestiniens et leurs revendications durables d'un droit au retour? Moi, je crois qu'on reproduit le phénomène de l'exode des Palestiniens
qui a été causée par une force étrangère qui les a chassés de chez eux. Mais maintenant, on est face à un paradigme similaire, mais qui change d'acteur. C'est un régime binational qui chasse sa propre population pour changer la donne démographique, la composition religio-ethnique de la Syrie, pourvu de continuer à régner sur le pays, surtout maintenant après la nouveauté que M. Poutine se prolonge jusqu'en 2036. Alors, tous ses alliés pensent qu'ils auront la même protection tant qu'il restera au Kremlin, en dépit de tout droit international, tout droit des peuples et à l'autodétermination et au retour. La volonté du retour n'est pas seulement, parce que j'ai vu aussi qu'il y a une question concernant comment on peut pousser les Syriens au Liban à retourner, mais ils n'ont pas quitté la Syrie pour changer le climat ou pour juste trouver du travail. Ils ont quitté la Syrie, et une grande majorité a quitté la Syrie parce qu'ils n'ont plus de maison. Leurs villes ont été écrasées, effacées de la carte. Leur pays est dévasté. Comment les convaincre de retourner? Il faut d'abord ne pas soutenir les forces libanaises qui tuent le peuple syrien, notamment le Hezbollah. Il faut revendiquer le retour des milices de Hezbollah de la Syrie qui participent très efficacement au changement démographique. Et il faut aussi essayer de jouer un rôle positif dans la transition politique qui amènera la paix et la justice au peuple syrien. Et croyez-moi, personne ne préfère rester loin de chez lui, surtout pas dans les pays où ils subissent une sorte de racisme, peut-être expliqué et surtout inexpliqué. D'accord. Et on avait une autre question courte, Leïla Vignal. Qu'est-ce que le HDR dont vous Oui, parliez? je vais répondre. Le HDR, donc c'est le Haut Commissariat pour les. Pardon, HCR, excusez-moi, j'ai dit HDR, je voulais dire HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés, hein, ce qui est donc l'agence de l'ONU qui s'occupe des réfugiés dans le monde. Juste pour compléter ce que disait Salam, effectivement, je veux dire, les conditions, de loin, on peut avoir l'impression que le conflit syrien est quasiment terminé. On n'est pas du tout dans une situation de paix, on est dans une situation où le régime syrien, grâce à ses alliés, hein, du Hezbollah, de l'Iran et la Russie, est dans une situation évidemment de victoire militaire claire et d'une victoire politique dans un certain sens, mais rien n'est résolu, le conflit n'est pas résolu. Il y a eu une résolution en 2015 du Conseil de l'ONU, la résolution 2254, qui encadre les conditions d'une transition politique et d'un retour des réfugiés. Le régime étant dans cette position de domination n'a évidemment aucun intérêt à rentrer dans ce type de processus qui impliquerait aussi une justice transitionnelle, hein, qui est essentielle pour que les gens reviennent dans le pays. Les gens ont quitté le pays parce qu'ils ont été chassés par les bombes du régime. Donc beaucoup de Syriens vous disent le régime est toujours là, pourquoi est-ce que je rentrerais en plus, ou en tout cas conjugué aux autres raisons que je vous ai exposées, l'absence de sécurité, l'absence d'avenir, hein, dans un pays extrêmement détruit. Donc la question de la transition politique, elle reste extrêmement importante et elle conditionne de façon très très importante aussi tout processus de reconstruction durable, hein, et de long terme, au-delà du bricolage de reconstruction que les Syriens peuvent faire par eux-mêmes en recevant un petit peu d'argent de leurs familles qui sont justement en exil pour essayer de rafistoler leur appartement. Mais fondamentalement, comme je vous l'ai expliqué, il y a aussi ce processus d'exclusion des anciens propriétaires des quartiers dans lesquels ils vivaient. Donc, retourner en Syrie, mais retourner où en Syrie si on ne peut pas retourner chez soi? Et vous savez que dans le droit humanitaire international et dans les principes de Pinheiro, qui sont des principes autour des droits de
propriété, et notamment pour les populations réfugiées, chassées dans cas de conflit, il est explicitement écrit que les gens, qu'il y a un droit au retour chez soi, hein, aussi, et pas seulement dans des zones d'attente ou dans d'autres zones que celles d'où on vient. Voilà pour un peu compléter sur ce que disait Salam. Alors, avant de passer, aux questions un peu plus sur la situation en Europe, je prends juste une des questions, qu'on nous pose, Nawel qui nous dit: «J'aimerais savoir quelle est la situation», alors c'est assez spécifique, la situation des réfugiés syriens qui ont été bloqués à la frontière turco-grecque suite aux fermetures des frontières en mars 2020. Mais peut-être de manière plus générale, y a-t-il des retours forcés en Syrie et où, ces personnes sont prises en charge par l'État turc? Donc je ne sais pas si vous avez la réponse à cette question très Alors spécifique, mais plutôt peut-être de manière un oui, peu sur la générale question sur la politique turque. sur la question des DIRN, je n'en sais rien, mais dans l'accord entre l'Union européenne et la Turquie, c'est un accord de retour des Syriens en Turquie, pas en Syrie, hein. Les pays européens sont signataires de la Convention de Genève et donc ne renvoient pas, a priori, les Syriens en Syrie, hein. Donc, mais l'accord turco-UE implique des retours en Turquie. Oui, mais la Turquie, quand même, il y a un grand retour en Turquie, mais aussi la Turquie s'est autorisée à renvoyer quelques Syriens en situation illégale vers la zone contrôlée par les rebelles proches de la Turquie. C'est-à-dire c'est un retour vers la Syrie, mais vers la Syrie qui n'est pas contrôlée par le régime. Donc, ils peuvent s'abriter derrière ça pour dire qu'on les renvoie pas dans des zones où leur vie, leur sécurité est menacée. J'ajouterais à cela, tout récemment, le Danemark a commencé à décider, ils ont décidé de renvoyer plusieurs centaines de familles sous prétexte que la paix est revenue en Syrie, en négligeant complètement le fait que ces gens-là, ils n'ont pas quitté la Syrie à cause de la guerre en général, ils ont quitté la Syrie à cause de la guerre contre les civils qui a été menée par le régime. Alors, retourner où? Retourner comment? Ils vont être arrêtés dès leur premier pas à l'aéroport de Damas. Ils vont disparaître ou ils vont presque être achevés. Alors, c'est vraiment une façon très réduite de regarder la question. De plus, actuellement, en Danemark, même si les accords de Genève, comme elle l'a dit, Leïla, les empêchent de les renvoyer par la force, mais les accords de Genève les autorisent à les emprisonner dans des camps. Alors, vous imaginez des centaines de familles qui vont être dans des camps en Danemark en attendant leur expulsion. C'est inhumain et ça ne change pas grand-chose du fait si on les renvoie chez eux et s'ils vont être emprisonnés chez eux. Parce qu'être en prison en Danemark, même si on appelle ça camp de regroupement, ce n'est pas quelque chose que les Syriens qui ont quitté le despotisme cherchent en Europe, des valeurs, Europe démocratique, etc., etc. J'avais juste pour terminer sur la Turquie, on avait une question complémentaire sur le fait que donc, la vaste majorité dans les 6,7 millions de réfugiés syriens hors des frontières syriennes, il y en a près de 4 millions en Turquie. À quoi tient cette concentration? Est-ce que c'est rester proche du territoire dans l'espoir d'un retour ou davantage le fait d'être bloqué en allant vers l'Union européenne? Non, c'est la Turquie. Pardon. Vas-y, Salam. La Turquie, elle a soutenu dès le début la révolution syrienne. Donc, c'était un pays qui se montrait sympathisant des rebelles et des révolutionnaires. Donc, c'était un refuge, pas seulement géographiquement accessible, parce qu'il y a 800 kilomètres de frontières quand même avec le nord de la Syrie, pas seulement culturellement proche, mais aussi de point de vue politique. Les Syriens, les premières années de leur exil en Turquie, ils ont profité d'une marge de manœuvre et d'action très, très importante. Maintenant, les choses ont changé. Après la défaite électorale d'Erdogan,
qui est à cause en grande partie de sa politique très généreuse à l'égard des réfugiés syriens. Ça a renforcé les partis, que ce soit les partis anti-Erdogan qui ne trouvaient rien à lui reprocher que le fait d'accueillir les réfugiés syriens, parce qu'eux aussi n'avaient pas de programme économique, social alternatif. La situation a changé. Et aussi, comme vous le dites exactement, la Turquie a permis à plusieurs milliers d'entre eux de faire un pas vers l'Europe. C'est à partir de la Turquie aussi, il y a eu tous ces boat people qui ont été organisés avec les accords de plusieurs autorités, qu'ils soient turques, grecques, italiennes. Figurez-vous, pour une personne qui a quitté la Syrie parce qu'elle était menacée de mort et qu'aucune ambassade, aucun consulat européen n'a voulu lui octroyer le visa, pour qu'elle arrive en France, elle a dépensé 12 000 euros. Alors, quand on voit ces sommes pour une personne, on comprend très bien pourquoi cette politique sécuritaire continue, parce que ça arrose tout le monde. En ce qui concerne la présence des réfugiés en Turquie et dans la région, de façon globale, hein, les réfugiés dans le monde, hein, quels que soient les conflits, on a cette impression, nous, vus d'Europe, après cet afflux de réfugiés syriens en 2014-2015, que tous les réfugiés du monde affluent vers le nord industrialisé et développé. Ce n'est pas du tout le cas. Les réfugiés, dans l'ensemble, restent proches de leur pays, avec un espoir de retour, hein, bien entendu, et puis se déplacer et se déplacer loin, ça a un coût, ça nécessite des ressources économiques, des ressources sociales, etc. Bref, dans l'ensemble, la géographie du refuge, c'est toujours une géographie de la proximité. Merci. Donc, on comprend que la situation dans les pays voisins est compliquée. Les pays développés, riches, même si je n'aime pas ce terme-là, donnent pas mal d'aide humanitaire. Et aussi, on a des programmes dits de réinstallation, donc qui permet, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, via donc le HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés, à des personnes qui ont trouvé un premier refuge au Liban, notamment en Jordanie, en Turquie, d'être ensuite réinstallées dans un autre pays, notamment le Canada, les États-Unis, la France, l'Allemagne, pour citer ceux qui réinstallent le plus. Est-ce que ces programmes sont une solution? Est-ce qu'ils sont une goutte d'eau? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ces programmes, ce sont des programmes qui, évidemment, aident énormément certaines familles, puisque justement, ce sont des programmes qui permettent d'éviter ce que Salam venait de décrire, toutes les filières illégales qui sont à la fois extrêmement dangereuses pour les personnes, pour les individus, qui alimentent des réseaux mafieux et des réseaux voilà, qu'on aimerait, des passeurs, des systèmes de passeurs qu'on préférerait ne pas financer. Et puis, voilà, mettre les personnes qui les utilisent dans des situations de très grand péril physique, légal, etc. Donc, ces programmes, les programmes de réinstallation, tous les couloirs humanitaires sur lesquels on a beaucoup parlé au cours du conflit syrien, mais aussi dans le cadre d'autres conflits, les visas humanitaires, enfin, il y a toutes ces options qui visent à justement aller prendre des réfugiés dans les pays d'accueil de la région et à les emmener plus loin dans d'autres pays d'accueil, et donc aussi à partager la charge de l'accueil de façon plus universelle, hein, et pas seulement dans la région. Tous ces programmes, ils sont évidemment très vertueux dans leur objectif, et c'est des programmes qu'il faut encourager. Alors, ils ont plusieurs limites. Ils s'adressent, ils s'adressent à des populations vulnérables. Alors évidemment, la question de la définition de ce que c'est qu'une population vulnérable est très très vaste, et d'une certaine manière, on peut dire que pratiquement l'intégralité des réfugiés syriens sont dans une situation vulnérable. Donc il y a cette définition qui est un peu étroite, ou en tout cas qui pourrait s'appliquer à tellement de monde. Et les quotas,
agréées par les différents pays qui s'engagent dans ces programmes de réinstallation sont trop limitées. Hein. Donc, le HCR a récemment fixé comme objectif qui est 500 000 places de réinstallation qui soient ouvertes. Enfin, régulièrement, d'une conférence à l'autre, il y a de nouveaux quotas qui sont réétablis, récemment 500 000. Il y a des 50 000. On pense que dans la région, il y avait un demi-million de Syriens qui avaient vraiment besoin d'être réinstallés dans le cadre de cette définition de la vulnérabilité. Une fois de plus, moi je pense qu'il y a beaucoup plus de monde qui pourrait être voilà, défini comme personne vulnérable, mais voilà, il y a ces critères assez restreints. Ensuite, il y a des variations politiques. Par exemple, les États-Unis de Trump ont baissé le nombre de places de réinstallation de 85 000 en 2016 à 18 000 en 2020. On peut penser que l'administration Biden va à nouveau remonter ce plafond de places de réinstallation, mais voilà, il y a des variations politiques. En Europe, il n'y a pas de programme européen de réinstallation parce qu'il n'y a pas de politique européenne de réinstallation, mais il y a des engagements. Par exemple, la France a offert 10 000 places de réinstallation en 2018-2019. C'est un objectif qui est reconduit. De la même manière, l'Allemagne le fait. Mais en fait, ces quotas, on voit que ces quotas ont du mal souvent à être remplis. Donc voilà, il y a énormément de dispositifs de réinstallation aussi du type San Egidio. Ça, c'est une initiative des églises, hein, initiée par l'Église catholique, mais qui a été rejointe par les églises protestantes et qui conduit à faire des couloirs humanitaires. Et là aussi, il y a des familles qui ont été réinstallées grâce à ces programmes, mais en petit nombre. Il y a des formules de sponsoring en Angleterre, avec des communautés locales qui s'organisent pour accueillir des familles. Voilà, pour essayer donc d'étendre la voie légale. Ce qui me semble très important, la réinstallation, c'est important, mais il faudrait pouvoir augmenter le nombre de bénéficiaires de la réinstallation et de façon globale pour faire une vraie différence pour les familles qui sont dans la région et qui souhaitent quitter la région. Toutes ne le souhaitent pas nécessairement, c'est de pouvoir développer les voies légales d'accès aux pays du Nord, puisque à défaut d'accès suffisant, eh bien, les familles se déplacent, mettent en place des stratégies qui sont des stratégies dangereuses, quoi, illégales, dangereuses pour les individus et qui nourrissent des réseaux voilà, mafieux. Merci. Donc, on en était aussi, on a parlé un peu tout à l'heure déjà de la situation des personnes en Europe. Donc, vous avez dit tout à l'heure, Salam Kawaki, que l'intégration est beaucoup plus, est plus possible, plus envisageable en Europe qu'au Moyen-Orient. Quelle, quelle est la situation des réfugiés syriens aujourd'hui en Europe? Quelles sont les difficultés peut-être particulières auxquelles ils sont confrontés par rapport à d'autres nationalités? Est-ce qu'il y a des réseaux communautaires? J'imagine que la diaspora n'est pas unifiée forcément. Est-ce que cette diaspora est active en France? Il y a des différences entre les pays. Par exemple, aux États-Unis, la diaspora syrienne est très bien organisée. Elle a presque créé un lobby qui a poussé l'administration Trump à décréter la loi César pour les sanctions contre le régime syrien. Ils ont un travail au niveau humanitaire, au niveau politique très bien organisé et coordonné. Il y en a plusieurs organisations, mais qui ne sont pas, qui travaillent ensemble, qui essayent de faire un travail collectif. En Europe, ça se varie d'un pays à l'autre. En Allemagne, c'est beaucoup mieux organisé qu'en France. Bien sûr, le nombre est plus important. Il y a 800 000 Syriens en Allemagne. Dans la seule région de Berlin, il y a 70 000. Il y a maintenant des journaux, des radios, même des télés sur le net qui sont établis avec l'aide du gouvernement allemand
c'est-à-dire tout ce qui est média, c'est la Deutsche Welle qui soutient, qui promue. Aussi, tout ce qui est culturel, le Goethe Institute travaille beaucoup avec les groupes d'artistes syriens ou d'écrivains syriens. Les universités travaillent beaucoup avec les Syriens. En France, c'est très timide et je crois que c'est aussi, ça dépend du courage des décideurs politiques. Merkel, quand on lui a dit pourquoi vous avez fait ça pour accueillir tout ce nombre, elle a donné deux raisons. Une raison très pragmatique et une raison très personnelle. La raison pragmatique, c'est que la société allemande vieillit, elle a besoin de main-d'œuvre qualifiée parce que les Syriens, dans leur majorité, sont qualifiés. Et aussi, elle a dit, je suis une fille de pasteur et je ne peux pas voir ces gens-là souffrir sans aider. Et ce n'est pas de l'hypocrisie du tout. Connaissant Angela Merkel, ce n'est pas de l'hypocrisie du tout. On n'a pas entendu un discours similaire ailleurs. On a au contraire entendu un discours qui accuse les Syriens de tous les maux, notamment en Hongrie, dans les pays d'Europe centrale. Et en France, de plus en plus, on entend des discours qui vont dans l'atmosphère régnante, c'est-à-dire le racisme avec des gants de velours, le discours de l'extrême droite qui est adopté maintenant par tout le monde, même par la gauche des fois. Euh, en France, il n'y a pas ce nombre important. Mais malgré tout, il y a en France quelques organisations qui essayent de faire quelque chose pour les Syriens en France, les aider à apprendre le français, et les aider à trouver un travail, notamment l'association Revivre. C'est une association qui a été créée dans les années 2000 pour aider les prisonniers politiques après leur sortie de prison. Et il faut savoir qu'il y a très peu de prisonniers politiques en Syrie qui arrivent à sortir de prison parce que souvent, ils terminent leur jour dans les geôles de la famille Assad depuis 1970. Donc, Revivre, maintenant, c'est converti aussi à l'aide des réfugiés. Ils font un travail remarquable avec très peu de moyens. Merci. Et est-ce qu'on peut noter une différence en termes, donc vous avez parlé un peu de communauté, mais une différence en termes d'intégration d'un pays européen à l'autre? Est-ce qu'il y a en termes de politique peut-être en faveur de ces personnes? Quelqu'un notait aussi dans la discussion qu'on voit un glissement en France. Au début, les Syriens obtenaient plutôt le statut de réfugié, donc lié à la Convention de Genève, et maintenant ils ont plutôt la protection subsidiaire, qui est un statut plus temporaire. À savoir qu'en France, quand on obtient le statut de réfugié, on a un c'est un titre de séjour de 10 ans et la protection subsidiaire, c'est quelques années. On a vu la même tendance dans d'autres pays européens, alors qu'on vous en a dit dès le début de ce webinaire que la perspective de retour était quand même très éloignée. Est-ce que vous savez un peu comment ça Vous se passe dans d'autres savez, pays? en France, tellement le pouvoir politique n'était pas content de la politique généreuse de l'OFPRA qu'ils ont changé le directeur, qui était quelqu'un de très compréhensible, de très humain. Ils ont nommé quelqu'un de très compétent, mais qui est un administrateur, comme un administrateur de n'importe quelle administration. Et il va faire très attention parce qu'on est à une année des élections et maintenant tout le monde il y a eu la mode de draguer un peu les Verts, maintenant il y a la mode de draguer l'extrême droite. Alors les réfugiés vont payer ce jeu politicien. Moi, je souligne une chose qui m'a choqué, agréablement choqué, en Allemagne. En Allemagne, j'étais à plusieurs reprises pour voir la situation des réfugiés et j'ai constaté que, par exemple, j'étais au salon Air France. C'est pas parce que je voyage en premier, mais parce que j'ai beaucoup de miles. Et la dame qui m'a accueilli au salon Air France, c'était une dame voilée qui parlait parfaitement anglais. Et quand elle a vu mon nom, elle m'a dit, ah, vous êtes d'Alep. Je dis, oui, mais vous? Elle m'a dit, je suis aussi d'Alep. Je dis, vous êtes là depuis quand? Elle m'a dit, depuis 6 mois. 6 mois, une femme voilée qui est embauchée dans le salon de business class à l'aéroport de Berlin, ça, vous rêvez, vous ne le trouverez jamais en France. Jamais de la vie. Alors, il y a une volonté des deux parties de mutuelle acceptation.
Bon, je pense qu'il y a eu aussi des politiques d'intégration. Moi, j'étais au sommet de Munich économique et Merkel, elle a dit l'intégration passe par le marché du travail. Ils ont bien compris comment l'intégration se fait. Ils n'ont pas fait une loi de séparatisme, ils n'ont pas stigmatisé des chercheurs d'islamo-gauchisme. Ils ont travaillé sur le réel, sur le factuel. Ils ont travaillé avec leur société civile. La société civile allemande, elle a fait un travail colossal pour accueillir. Il y a beaucoup d'Allemands qui terminent leur travail à 5 heures du soir pour aller dans les camps des réfugiés, donner des cours d'allemand, donner des cours d'informatique, etc., etc. Cet élan, on ne l'a pas constaté en France. Mais bon, je donne ces deux exemples assez frappants. Je n'ai pas été dans d'autres pays, mais je sais que dans les pays nordiques, à part le Danemark, aussi la situation est très confortable. La rapidité avec laquelle les Syriens apprennent la langue nationale de chaque pays où ils résident étonne tous les observateurs. Ce qui leur permet de trouver du travail ou de continuer leurs études. Maintenant, en Syrie, qui n'a jamais connu des études en sciences sociales réelles, maintenant, à Paris, seul, à l'école des hautes études, il y a plus que 22 ou 23 étudiants qui font des masters en études supérieures en sciences sociales. Ce sont les côtés positifs de cette diaspora, cet exode. C'est-à-dire ces gens-là, ils vont constituer éventuellement, espérons-le, dans le futur proche, un groupe de réflexion qui, même s'il ne va pas parvenir à retourner dans son pays, il va parvenir à aider son pays à se reconstruire. Oui, si je peux compléter, je pense qu'il ne s'agit pas non plus de dire que la France a des politiques honteuses par rapport à l'accueil des Syriens. La comparaison avec l'Allemagne est de toutes les manières difficile à faire puisqu'il y a évidemment des chiffres extrêmement différents. Et il y a énormément de Syriens en Allemagne également du fait que, comme on le sait, la migration et la migration d'asile, les gens vont aussi là où ils ont des réseaux. Alors il y a eu cet accueil extraordinaire de Merkel et moi je suis un soutien de la politique de Merkel en 2014-2015 en général et les personnes qui sont dans des situations de refuge également retour dont il dispose ici et là, ce qui a encore renforcé l'attractivité de l'Allemagne. En France, donc, il y a la France n'a pas été attractive pour les Syriens, mais aussi du fait qu'il y avait moins d'ancrage syrien en France. Même avant le conflit, il y avait une communauté syrienne qui existait déjà en Allemagne et en Suède liée à des migrations de travail antérieures, qui explique aussi que l'Allemagne a été une destination. Et Pascal Brice, l'ancien directeur de l'OFPRA, expliquait qu'il allait faire des missions en Allemagne pour faire venir, pour un peu la publicité de la France auprès des Syriens qui arrivaient en 2014-2015 et leur dire « venez en France ». Donc, on peut évidemment, les politiques d'intégration de la France peuvent être critiquables et le soutien aux réfugiés syriens peut être critiquable, pas assez, et aux réfugiés en général. Mais ce que je veux dire, c'est que la situation entre l'Allemagne et la France, et la mobilisation de la société civile reflète aussi voilà, ces différences de nombre. Et en France, il y a eu des mobilisations de la société civile, comme évidemment cette association Revive que tu citais, qui a été très importante. Et ensuite, sur la question des statuts. En gros, on est maintenant la moitié de la protection qui est donnée aux Syriens, c'est moitié-moitié statut de réfugié et protection subsidiaire. Et à mon avis, il ne faut pas les opposer, ces deux types de protection. C'est-à-dire que le statut de réfugié, il est très encadré juridiquement par la Convention de Genève et à des cas très précis. En fait, la Convention de 51 est très précise. Or, justement, on a inventé à côté du statut de réfugié la protection subsidiaire pour pouvoir justement protéger des populations qui ne rentrent pas stricto sensu dans le cadre prévu par la Convention générale de Genève. Donc, la protection subsidiaire, elle peut s'appliquer comme ça à des populations qui fuient la guerre, même si elles ne répondent pas aux critères de la protection pour les réfugiés de la Convention de 51 qui sont assez restreints. Vraiment, c'est
des opposants politiques, des gens qui sont poursuivis pour leur appartenance religieuse. C'est des critères assez précis. Donc cette protection subsidiaire, elle a pour vocation à élargir la capacité de protection des pays et à accueillir plus de populations. Donc je pense qu'il ne faut pas nécessairement les opposer et dire que puisque la protection subsidiaire augmente, ça veut dire que la France protège moins les personnes auxquelles elle accorde cette protection subsidiaire. C'est aussi un effet statistique. Au début du conflit, ce sont davantage des militants politiques qui sont arrivés en France et en Europe et qui avaient besoin donc d'une protection de type Convention de Genève. Et ensuite, ce sont davantage des populations générales qui ont fui la guerre et la guerre contre les civils, que Salam a très justement souligné, mais qui rentraient moins dans ces critères précis de la Convention de Genève. Oui. Et juste pour préciser effectivement sur la comparaison France-Allemagne qui est parfois un peu compliquée parce que les Syriens qu'on retrouve aujourd'hui en France sont quand même pour beaucoup arrivés soit via des programmes de réinstallation, soit des visas humanitaires, soit les couloirs humanitaires dont on a parlé. Donc c'était pas exactement non plus les mêmes dynamiques d'arrivée en France. Il y avait pas la même communauté déjà présente en France qu'en Allemagne. Est-ce que vous souhaitez dire un dernier mot, Salam Kawakiri? Parce que sinon, il est 10 heures et donc on arrive à la fin de notre webinaire. Je crois qu'on a dit beaucoup de choses. Peut-être, j'encourage les gens qui nous suivent à s'intéresser, je vois qu'ils sont intéressés, bien entendu, mais à s'intéresser d'une façon plus pratique, de faire des pressions sur leurs élus locaux pour que la situation, pour que la paix revienne en Syrie et pas seulement on pacifie la situation. La guerre, il n'y a pas de paix sans justice. Merci. Donc, on va conclure sur ces mots. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été là et désolée pour les difficultés de connexion. Leïla Vignal, on vous a très bien entendu à défaut de pouvoir vous avoir vu. C'est pas évident toujours les connexions à la maison. Donc ça, c'était le deuxième webinaire, comme je le disais au début, et je ne me suis pas présentée. Donc, je suis désolée, je suis Hélène Soupius-David, je suis directrice plaidoyer à France Terre d'Asile. On va faire une série de ces webinaires pendant toute l'année 2021 à l'occasion de notre 50e anniversaire. C'était le deuxième. Le prochain sera consacré à l'évolution du droit d'asile en France avec Frédéric Tiberghien, qui est un spécialiste de la question, travaille au Conseil d'État et membre de notre conseil d'administration. On voulait vous partager le lien, mais je ne sais pas concrètement comment le faire. Il est sur le lien d'inscription, est déjà disponible sur notre site internet. Voilà, donc ma collègue vous l'a partagé dans la discussion à tout le monde si vous voulez vous inscrire. Sinon, depuis la page d'accueil, vous avez accès à toutes nos pages. Ce webinaire était transmis en direct sur Facebook, il a été enregistré et il sera disponible aussi en replay sur notre site internet et notre page Facebook. Je vous remercie vraiment à tous les deux pour cette discussion passionnante et je vous souhaite une très bonne fin de journée à tous. Désolée pour toutes les questions qu'on n'a pas pu prendre. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.